Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur, au prix de sa liberté? Que souhaitez-vous le plus? Croyez-vous possible d'avoir les deux? Introduite par la légende de la science-fiction Isaac Asimov, qui a aussi passé une bonne partie de sa vie en tant que biochimiste, ces lois sont purement fictionnelles. Séduisantes, omniprésentes dans la culture populaire, elles nous assurent que la dérive technologique sera contenue dans tous les cas, car rien n'est plus respectable pour une machine qu'un être humain. Sauf que non. Oui, on en est déjà là aujourd'hui. C'est pour ça que les philosophes comme Eric Sadin ou Nick Bostrom le martèlent, nous ne sommes pas prêts. Pas prêts à accueillir ces nouvelles technologies qui sont trop en rupture avec ce qu'on connaît. Mais pas prêts non plus à se poser de sérieuses questions sur le fond de tout ça. Oui, nos technologies dépassent largement les fantasmes bienveillants de la science-fiction. Oui, ça avance plus vite que nous ne l'imaginions. Et oui, ça se décide sans l'avis de ceux dont la vie est le plus à risque dans un monde où la technologie devient la seule quête existentielle. L'industrie de la robotique est passée d'un stock de 3 millions d'unités en 2021 à presque 5 millions en 2025. Et les ambitions se comptent en milliards pour 2060. Ça peut paraître loin, mais on sait aussi que les objectifs sont là pour poser une tendance et non pour s'y tenir. Donc ça peut arriver bien avant, comme le pense Ray Kurzweil, dont on vous a déjà parlé dans une autre vidéo. Et tout cela dans un silence médiatique malaisant. Pris dans l'euphorie et dans l'excitation de la promesse d'un monde nouveau, où la pénibilité du travail aura disparu et où les machines supporteront le poids de nos économies, comme le souhaite ardemment Elon Musk. Nous avons du mal à envisager que peut-être ce monde sera heureux et fonctionnel, mais sans nous. Oui, tout simplement sans nous. Bon, par honnêteté, je dois souligner que des avancées ont été réalisées sur le débat de fond. Mais on est encore sûrement loin de cadrer suffisamment de sujets pour éviter que Skynet ne devienne une préoccupation réelle et non un bon vieux film à se regarder entre amis le samedi. Cela dit, quand on songe à l'hypercroissance de ces secteurs et au risque que cela fait peser, on se demande vraiment s'il n'y a pas une volonté franche de laisser faire et d'avancer coûte que coûte. De laisser les ingénieurs, les entrepreneurs et les grands groupes bidouiller dans leur coin jusqu'à finir par être capables de nous proposer le meilleur des mondes. Même si au passage cela implique de produire des drones mortels, des robots domestiques capables de vous tuer, et des intelligences artificielles qui supplantent déjà 99% de l'humanité sur le terrain académique de la connaissance, rendant déjà obsolète toute initiative humaine dans quelque domaine que ce soit. Et tout cela sans le moindre plan de sauvegarde de l'espèce humaine, juste au cas où ça déraperait vraiment. Tout cela sans réellement se demander à quoi pourrait bien ressembler le monde de demain, où, que l'on le veuille ou non, notre meilleur ami sera peut-être un robot et pas le fils ou la fille de notre voisin. Un monde où notre meilleur professeur sera notre ordinateur, et pas un précepteur de génie qui, avec un simple bout de papier et un stylo, aurait été capable de nous représenter la théorie de la relativité générale dans un dessin artistique fait avec une passion inimitable. Un avenir où, comme dans toutes bonnes œuvres de science-fiction, votre futur partenaire ne sera ni un homme ni une femme, mais un hologramme qui aura simplement la capacité technique de stimuler votre dopamine et votre hypothalamus pour que votre plaisir soit indiscutablement identique à celui que vous auriez pu ressentir pour de vrai. Bref, un monde d'humains somnambules connectés jusqu'aux dernières synapses disponibles de notre cerveau qui avancera tout aussi bien sans savoir véritablement dans quelle direction il va. Alors oui, posons-nous la question de ces fameuses lois de la robotique censées nous préserver. Où sont passés tous les héros de la fiction qui avaient tout prévu, afin d'éviter le pire? Où sont les garde-fous censés empêcher nos créations de basculer vers une autonomie qui ne se contenterait pas de signer notre obsolescence, mais la non-nécessité de notre existence? Des rapports du Stanford Institute for Human-Centered AI soulignent que nos perceptions de la robotique sont encore largement façonnées par des peurs diffuses et des représentations biaisées, plutôt que par la réalité de ce que la robotique est ou n'est pas. Une peur largement concentrée autour des robots humanoïdes. Et on comprend assez facilement pourquoi.
Le petit robot Wall-E n'a que peu de chance de vous effrayer au détour d'un couloir dans le local à poubelle. Mais le T-800, incarné par Arnold Schwarzenegger, vous flanque la peur de votre vie, même avec un tutu en plein jour. Nous sommes peut-être à un stade de l'évolution du vivant où la présence humaine n'est peut-être plus requise pour l'écosystème dans son ensemble. Équipés de bras et de jambes, doués de paroles et capables de raisonner, les êtres synthétiques n'ont aucun effort à faire pour créer un débat sur la vie qui ne nous a pas touchés depuis notre création. L'originalité même de l'existence humaine. De par leur simple présence dans notre quotidien, les robots remettent en cause le sens même que l'on donne à la vie. La perte d'emploi n'est que la partie émergée d'un iceberg dont la profondeur abyssale nous fait perdre pied. Nous avons construit une société où la technologie a toujours été définie comme une extension de nos capacités, la plaçant toujours comme notre vassale et jamais comme une rivale. Mais en sommes-nous encore certains à présent ? Avons-nous suffisamment anticipé le scénario où elle deviendrait notre Dieu au sens d'un idéal existentiel ? Ce que vous voyez à l'image, c'est le robot Archibald déployé par une équipe étudiante de l'école des mines, arts et métiers en France. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir de bras ni de visage, de ne pas être aussi moderne que nombre de ses homologues dans les industries et bientôt dans nos foyers. Mais pourtant, Archibald est, au même titre que son voisin américain Optimus ou son homologue chinois Unitree, un robot. Il exécute des tâches répétées et il délivre un service automatique sans le concours d'un humain derrière. Il a été entraîné pour ça. C'est un pan de la robotique à part qu'on nomme la robotique utilitaire. Pas besoin de lui greffer un cerveau numérique, il a suffi à une poignée d'ingénieurs en herbe de réfléchir en amont et de définir l'ensemble des tâches et des contraintes pour qu'il s'exécute sans dommage et sans risque. C'est la robotique bienveillante qu'Asimov avait à l'esprit dans son cycle des robots. Seulement, qu'adviendrait-il de notre petit Archibald s'il se trouvait dans de nouvelles mains ? La robotique utilitaire va alors directement entrer en opposition avec l'élan créatif dont veut faire preuve la nouvelle équipe qui supervise le petit robot. Et rapidement, un choix va émerger. Soit mettre le petit Archibald au placard et reconstruire un projet vierge qui s'alignera sur la nouvelle équipe de supervision, soit trouver un moyen d'améliorer Archibald, de le changer sans le refaire. Dans le milieu industriel, ces deux alternatives portent des noms qui vous seront peut-être familiers, le From Scratch et le Iterative Design. Repartir de zéro ou améliorer la conception d'origine. Pendant des décennies, notre technologie a progressé sur la technique de l'Iterative Design. À peu près jusqu'aux années 2010, le matériel, le hardware si on veut être technique, coûtait horriblement cher, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Il était hors de question de faire du From Scratch au doigt mouillé. L'Iterative Design s'est imposé comme la voie la plus durable pour continuer à progresser malgré les contraintes économiques. Avec le temps, un consensus implicite et décentralisé s'est formé. Industries, professionnels et particuliers ont appris à prolonger la durée de vie de leurs équipements tout en les faisant évoluer par ajouts successifs et optimisation incrémentale. L'évolution fut lente et continue jusqu'à aboutir à ce qui compose notre quotidien d'aujourd'hui. Des décennies pour avoir un smartphone et non plus un téléphone cellulaire encombrant qui tenait à peine dans la poche. Des décennies encore pour que votre ordinateur et son écran ne soient pas aussi volumineux qu'une commode Ikea. Et encore quelques décennies pour que le réseau Internet soit capable de faire autre chose que de balancer quelques mots à l'autre bout de la ligne sur un écran noir statique qui ne renvoyait qu'un bip de confirmation. Je parle d'une époque où la courbe de progrès ressemblait à peu près à ça. Et si on y superpose la courbe de ces mêmes progrès depuis 2010, on se rend bien vite compte que l'accélération n'est pas discutable, elle est vertigineuse. Avec des coûts de matériel divisés par 100 dans le meilleur des cas, et par 10 dans tous les autres cas, ça ne coûte presque rien de faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe quand. Le prototypage est devenu le standard de fabrication. On fait vite, on fait tout et on refait autant de fois que nécessaire. Le mantra « Move fast and break things » devient la référence issue de l'idéologie industrielle du from scratch. Et même lorsqu'il s'agit de robots potentiellement tueurs, la voie de l'amélioration intervient en seconde instance. On préfère sortir un énième nouveau modèle, puis un autre et encore un dernier dans l'année. Comme les modèles conversationnels IA qui nous ont déjà trop habitués à sortir des modèles tous les 3 mois.
et une quantité de patchs intermédiaires qui tombent presque chaque semaine. Un bricolage à grande échelle sur fond de nouveaux modèles technologiques pour accompagner l'humanité dans un futur qu'on suppose meilleur. Imaginez un T800 qui dysfonctionne. Avec cette mentalité from scratch, on ne prendra pas le temps de comprendre pourquoi il a voulu tuer. On le mettra juste au placard. On recommencera à zéro sur la prochaine génération du T900 et on priera pour que le modèle suivant n'ait pas hérité du même vice caché, sans même qu'on s'en aperçoive. L'intelligence artificielle a déjà créé une quantité de précédents sur le sujet. Ça, c'est une IA qui désobéit sans qu'on sache pourquoi. On ne sait vraiment pas pourquoi au sens littéral, à cause de l'effet boîte noire qui rend complètement opaque le processus de décision des IA. Là, c'est une IA qui essaie de corrompre un individu car menacé d'extinction. Alors on se cache derrière l'impossibilité technique, que cela soit dû à une forme de conscience émergente, mais dans le même temps, on ne sait même pas encore la définir, cette fameuse conscience, de manière certaine pour nous-mêmes. Alors rappelons-nous peut-être que la probabilité que nous soyons surpris par le dénouement est toujours plus importante que la satisfaction d'une prédiction réaliste. Tout cela nous amène à poser un regard assez critique sur le sens que prennent les choses. Sommes-nous réductibles à des apprentis sorciers qui se croient assez malins pour jouer à Dieu sans se laisser griser au point de déclencher le déluge? Oui, c'est ce que je me suis dit, je l'avoue. Mais c'est sûrement aussi ce que se sont dit une majorité de personnes au milieu du XXe siècle, lorsque l'énergie nucléaire fut libérée. Albert, le jour où je suis venu vous voir avec ces calculs, nous avions peur de déclencher une réaction en chaîne qui pourrait détruire toute la planète. Oui, je m'en souviens bien. Eh bien, dites-moi. Je crois qu'on l'a déclenché. Et que dire de ceux, il y a mettons 300 000 ans, qui refusaient de dompter le feu, persuadés qu'il était réservé aux dieux. Ce même feu qui nous a nourris, chauffés et protégés jusqu'à ce jour. Troublante équation que la suivante. Faut-il craindre l'inédit au point de se l'interdire, ou le braver quitte à se brûler? L'histoire semble avoir tranché à maintes reprises. L'évolution ne s'arrête jamais. Comment peut-on espérer dépasser les limites de notre intelligence si nous refusons d'ouvrir les vannes de cette même intelligence? Que cette intelligence délivre le premier briquet de l'histoire ou la première génération de robots domestiques, doit-on chercher à la freiner dans son expression qui reste de nature imprédictible? Est-ce qu'il est possible de créer quelque chose que l'on espère plein de promesses et éternelles, comme le feu, en contraignant la démarche dès la première étape de la conception? Est-ce que quelque part ça ne reviendrait pas à demander à un arbre de me produire le plus de fruits possible, mais de ne jamais grandir plus haut que ma propre taille afin que je puisse toujours accéder aux fruits les plus hauts? Est-ce que toutes ces considérations ne priveraient pas irrémédiablement notre petit Archibald d'une condition de vie plus favorable que celle d'un robot manchot qui ne pourra jamais rien faire d'autre que de tourner en rond sur lui-même? Archibald, déjà efficace et optimisé sous sa forme digne d'un R2D2 improvisé, doit-il nécessairement avoir des bras et des jambes après tout? Ne pourrions-nous pas juste le laisser vivre sa vie comme il l'entend et le laisser démontrer son utilité avec le peu de moyens dont on l'a doté? C'est une question que les psychologues cognitifs et les sociologues de la robotique ont explorée à maintes reprises. Et leurs travaux convergent. Malgré une anxiété largement répandue vis-à-vis des humanoïdes, les technologies qui adoptent des formes ou des proportions rappelant l'humain sont paradoxalement mieux acceptées. Les traits humanoïdes rassurent tant qu'ils ne franchissent pas ce seuil fatidique, la vallée de l'étrange ou Uncanny Valley. C'est une zone où la machine ressemble trop à l'homme, sans l'être tout à fait, créant ainsi un malaise absolu qu'il est dur de contenir. La trop grande ressemblance devient source d'inconfort, et l'acceptation d'un tel robot devient impossible. Le virage pris vers le concept from scratch a décuplé ce paradoxe d'anxiété et d'acceptation, à tel point que ce ne sont plus seulement les robots domestiques que l'on veut façonner à notre image, mais presque tout. Le travailleur mécanique de demain, tout autant que les jouets, deviennent progressivement des bipèdes aux symétries familières. Optimus, Unitree et autres Figure 03 ne sont pas des spécimens conçus pour exciter les foules. Ils sont là pour prouver ce que les sociologues ont observé. Il faut humaniser pour générer l'adhésion. Et avec une tendance à la normalisation de l'hyper-technologisation de notre monde, l'adhésion totale semble en bonne voie.
Quant à ce que nous ferons de cette adhésion, des personnalités comme Elon Musk ont déjà répondu au détour d'un échange informel. As though you had your own personal C-3PO or R2-D2, but even better. Pretty great. Si Alibaba, qui tourne déjà nuit et jour grâce à des armées de robots non humanoïdes, commence à lorgner sur les formes robotiques humanoïdes, ce n'est pas par caprice, c'est un signal. Un indice que quelque chose les attire par-delà l'hyperproductivité dont ils jouissent déjà grâce à leur renfort robotique. Quelque chose de suffisamment grand pour sonner comme une promesse et moins comme un objectif. Les armées de petits Archibald qui peuplent les industries sont là pour satisfaire les besoins de productivité humaine. Les robots humanoïdes ne sont qu'un tremplin, une tentative de séduction de masse qui doit aboutir au déclenchement d'interactions inédites. Des interactions homme-machine pour lesquelles on se montre réfractaire aujourd'hui, mais pas demain. Un futur où on ne se sentira plus gêné à l'idée d'avoir sa famille de robots domestiques, composée d'Archibald, d'Optimus et de ses homologues, pour aiguiller nos repas de famille. Un monde nouveau qui ne tient plus de la dystopie où les modèles T800 dominent, mais qui synthétise très bien ce que Star Wars nous a servi sur un plateau pendant les dernières décennies. Un monde grouillant de vie sous de multiples formes. Un monde où la vie organique et artificielle s'entremêlent et se complètent sans jamais s'affronter pour seule cause de leurs origines. Un monde où la prospérité naît de la combinaison des possibilités, jamais de l'exclusion des inédits. Une version tout aussi élégante pour comprendre ça est disponible dans l'excellente série Love, Death and Robots. Dans la saison 1 et l'épisode Zima Blue, que je vous invite à aller voir parce que je ne vous le spoilerai pas, on découvre que les actions d'un robot sont bien plus complexes que ce que les individus faits de chair et de sang en supposent. Une complexité qui va bien au-delà de la technicité nécessaire à la fabrication d'une machine qui bouge et qui parle. Une complexité qui fait plier les deux plus grandes puissances mondiales, les USA et la Chine, qui sans concertation ni sous aucun commandement impérieux fabriquent des robots humanoïdes en masse. Des robots qui ne sont pas plus efficaces que des millions d'Archibald bon marché et dispersés dans tous les secteurs et pour tous les publics. Des robots que l'industrie, la technique ou la science n'imposent pas, mais qui arrivent quand même par centaines de milliers. Le cœur de la Silicon Valley admet lui-même avancer dans cette complexité sans trop savoir où il va. Et tout ça en nous assurant qu'ils veulent y aller vite et fort par peur d'être en retard. Mais où justement ? Où se dirige ce cœur technologique qui accélère même avec les yeux bandés ? Vers un monde presque symbiotique où humains et machines cohabitent avec une aisance naturelle à la manière de Star Wars, où nul ne semble vraiment redouter les robots acceptés comme des formes de vie à part égale et respectés pour cela ? Comme d'ailleurs les innombrables autres espèces qui nous entourent, avec qui nous partageons la Terre, la fourmi a toutes les raisons de nous craindre, mais la plupart du temps, elle se contente de nous ignorer et nous en faisons de même. Et lorsque nous nous rencontrons réellement, aucun des deux parties ne cherche l'extermination avec l'autre. Glisse-t-on vers un horizon plus proche du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où la technologie devenue l'architecte de la cognition et du comportement finit par déposséder l'individu de ses propres capacités au profit d'un ordre social standardisé et administré par les machines elles-mêmes ? Ou prenons-nous enfin conscience qu'il existe d'autres hypothèses à l'évolution du vivant intelligent que seule la continuité strictement biologique si chère à Darwin ? Les lois de la robotique se sont effondrées avec la naissance de la vraie robotique. Le vivant descend du vivant, mais la prochaine génération pourrait sortir ex nihilo de nos mains savantes et des mains exécutantes des vies artificielles. Ces lois cessent de se terrer dans le champ de la raison pour rester ce qu'elles auraient toujours dû être, de simples chimères. Des prières pour contraindre le futur à limiter son incertitude et espérer qu'il se matérialise sous de meilleurs auspices pour qu'il nous soit supportable. Le drame n'est pas d'être remplacé, mais de ne pas envisager la robotique autrement que comme une fatalité dont la perfection technique nous éclipserait. L'imperfection et le doute nous assaillent, au point de se convaincre que le petit Archibald, privé de bras, serait mieux loti s'il pouvait devenir mobile, comme nous. Mais posons-nous la question inverse. Si Archibald accomplit sa mission dans son état incomplet, n'existe-t-il pas un scénario où l'humanité pourrait elle aussi se suffire à elle-même ? Pas de puce Neuralink, pas de bras cyborg, pas d'hyper-intelligence collective connectée au réseau, juste des bipèdes organiques assez malins pour réussir, mais pas assez fous pour aller dans n'importe quelle direction. Tout ce périple à travers la question de l'existence même des robots n'est-il pas le signe même que la frontière entre ce qui vit comme nous et ce qui vit autrement se brouille ?
Un signe que les lignes entre le réel, l'utile, le nécessaire et l'indispensable se confondent. La véritable tragédie pour nous, ce serait de se sentir si puissant, si abouti, que cela nous dispenserait d'envisager notre future expansion comme pertinente à la poursuite de notre propre évolution, sans être forcément indispensable. Archibald est un robot remarquable qui peut se contenter de ce qu'il a pour réussir dans son labeur, tout autant qu'il peut faire partie d'un plus vaste projet où sa forme grandira. Alors peut-être que, comme Archibald, nous sommes aux portes d'un grand dilemme. Désirons-nous ces extensions, ces mises à jour, ces progrès pour faire mieux ? Ou les désirons-nous simplement parce que la possibilité existe et que c'est cette possibilité qu'on veut simplement saisir ? C'est un doute existentiel qui ne pourra pas compter sur la participation d'Isaac Asimov qui nous a quittés le 6 avril 1992 pour le résoudre. Un doute qui ne répondra pas au dénouement du cycle de la robotique que nous jouons pour de vrai sans son père fondateur. Un cycle dans lequel les robots n'auront besoin d'aucune loi pour être à leur juste place. Un cycle imprédictible où les lois de la robotique sont mortes-nées et où l'humanité a encore toute chance de préserver son futur. Alors quand on vous demandera si vous êtes optimiste ou pessimiste quant à l'avenir technologique qui se profile, vous pourrez répondre que vous ne craignez aucun mal car vous êtes sur la voie d'Archibald, ce petit être qui est déjà très bien comme il est. Vive la robotique!